et bienvenue à Discussion avec les astronomes à l'Université de Montréal, partie 2. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous à nouveau pour parler d'astronomie et d'astrophysique. Mon nom est Frédéric Baron et je suis astrophysicienne. Certaines personnes disent aussi astronome. Moi, j'aime bien astrophysicienne parce qu'à la base, bien, j'ai fait un doctorat en astrophysique à l'Université de Montréal, donc un baccalauréat, ensuite une maîtrise, ensuite un doctorat. Et je me suis spécialisée dans ce qu'on appelle l'astrophysique et donc la recherche d'exoplanètes, ces planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que notre Soleil. Je vous parle ici à ce micro avec plusieurs chapeaux. Donc moi, je suis présentement la coordonnatrice du Centre de recherche en astrophysique du Québec, la directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes, la directrice adjointe de l'Observatoire du Mont Mégantic, et j'ai aussi une affection particulière pour le télescope spatial James Webb, mais aussi pour pas mal tout ce qui se passe dans notre univers. Et donc aujourd'hui, je suis à l'Université de Montréal et j'ai la chance d'avoir avec moi 3 jeunes chercheurs. Donc j'ai d'abord avec moi Lisa Dagne. Salut. Qui est chercheuse postdoctorale Trottier et qui a comme domaine d'intérêt en astrophysique la recherche d'exoplanètes. J'ai aussi avec moi Guillaume Lenoir-Craig. Hello. Bonjour. Qui est étudiant au doctorat et qui s'intéresse aux étoiles massives. Et enfin, j'ai avec moi Pierrot Lamontagne. Salut. Qui est étudiant à la maîtrise et qui s'intéresse aussi aux exoplanètes. Donc, pendant les prochaines 40 quelques minutes, on va parler d'astronomie. On va voir un peu le parcours de nos collègues ici. Et on va célébrer la science qu'ils ont fait, la science qu'ils vont faire, et peut-être aussi les grands moments de science qui pourront arriver dans les prochaines années. On va voir les expériences inoubliables qu'ils ont vécues dans leur parcours, les erreurs et surprises, et on va parler un peu de l'avenir, de leur avenir et de l'avenir en astrophysique. Donc, pour commencer, j'aimerais vous inviter à vous présenter. Je commencerai avec Guillaume. Si tu veux te présenter et nous parler un peu de ton parcours récent. Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, je suis étudiant au doctorat en astrophysique stellaire. Donc mon champ de recherche principal, c'est vraiment les étoiles massives et encore plus spécifiquement les vents des étoiles massives. Alors quand on est en sciences, des fois on étudie, on parle qu'on étudie beaucoup d'exoplanètes ici, mais c'est toujours comme des sous-domaines un peu plus précis. Puis plus on avance et maîtrise, on affine un peu notre domaine, doctorat encore plus, post-doctorat encore plus. Alors, tranquillement, je développe mes compétences dans la compréhension des vents des étoiles massives. Je suis en fin de parcours. Là, il me reste 119 jours. Là, j'ai un timer là, sur mon ordinateur qui me rappelle à chaque jour à quel point je me rapproche de la fin puis du dépôt final de ma thèse. Mais c'est ça, j'ai été récemment, en fait, j'ai eu le privilège d'être chargé de cours aussi à l'Université de Montréal pour le cours d'introduction à l'astrophysique. En fait, co-chargé de cours là, avec une autre prof. Et c'est une expérience qui m'a quand même un peu qui m'a profondément impacté puis que je trouve vraiment très intéressante et peut-être pour l'avenir aussi continuer un peu dans le domaine de l'enseignement. Alors voilà, c'est en très très bref qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que m'intéresse le plus en ce moment. Mais là, je vais prendre tes qualités d'enseignant et je vais te demander de me dire qu'est-ce qu'une étoile massive? Alors, une étoile massive, vraiment, les étoiles, c'est pas la taille qui est particulièrement importante pour bien les comprendre, c'est la masse, c'est-à-dire la quantité de matière qu'il y a à l'intérieur. Alors, les étoiles massives, généralement, on donne ce nom-là aux étoiles qui pèsent donc plus de 8 fois ou qui ont plus de 8 fois la masse de notre Soleil à nous. Et en fait, les changements principaux qu'il va y avoir, en fait, les étoiles massives vont être beaucoup plus lumineuses, mais vont s'y vivre beaucoup moins longtemps. Et c'est le type d'étoile qui, en fin de vie, va passer à travers une succession d'étapes évolutives très, très, très rapides, puis on peut même dire catastrophiques à la fin, parce qu'elles vont finir par exploser en supernova et vont laisser derrière elles, là, dépendamment de leur masse, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir stellaire. Alors, puis bon, moi, évidemment, c'est pas nécessaire. On ne peut pas étudier toutes ces étapes-là, parce qu'il y a des chercheurs qui ont fait leur doctorat à tous ces niveaux-là. Moi, personnellement, c'est la phase Wolf-Rayet des étoiles massives. Donc, vraiment, juste avant l'explosion supernova, ces étoiles massives-là se mettent à perdre énormément de masse à travers leur vent. Et c'est ça que j'étudie. En fait, les structures qui se développent dans ces vents-là. Oui, merci. Puis tu me rappelles ici qu'en effet, on peut décrire un peu le parcours des scientifiques, et c'est vrai en astrophysique, mais c'est vrai aussi dans d'autres sciences, comme un genre d'entonnoir. Mm-hmm. Donc, quand on commence à s'intéresser à la physique en général, bien, on est comme dans la partie large de l'entonnoir. On apprend plein de choses sur la physique. Et ça, c'est un peu le baccalauréat en physique.
Donc, il y a des cours en astrophysique, il y a des cours en matière condensée, il y a des cours de mécanique classique, de mécanique quantique, de plasma, de mathématiques, d'informatique et de tout ce qu'il y a entre tout ça. On s'intéresse à l'infiniment grand et à l'infiniment petit pendant le baccalauréat en physique. C'est très, très large. Et ensuite, on passe à la maîtrise. Donc, le baccalauréat, c'est typiquement 3 ans. Ensuite, on fait une maîtrise qui dure 2 ans. Et là, on se spécialise. Donc, on va dire, OK, ben moi, je vais faire de l'astrophysique. Donc, moi, c'est le parcours que j'ai eu. Je suis rentrée au bac en physique, pas parce que je voulais faire de l'astronomie. Je savais pas. Je savais pas ce que je voulais faire. Mais à la maîtrise, j'ai décidé de me spécialiser en astrophysique. Et là, bien, on en apprend un peu plus sur notre domaine de recherche, l'astrophysique. Mais l'astrophysique, c'est très, très large aussi. Donc, souvent, on choisit. Donc, ici, ben, Guillaume travaille sur les étoiles massives. Nos deux collègues ici travaillent sur les exoplanètes. Mais même dans les exoplanètes, c'est très, très large aussi. Donc, chacun choisit un petit morceau. Et quand on arrive au doctorat, bien là, on se spécialise encore plus. Et là, on commence à apprendre encore, à repousser les frontières des connaissances dans ce domaine-là. Et ça dure à peu près 4 ans, un doctorat. Bon, ici, il en reste 100 quelques jours. On croise les doigts. Et ensuite, on arrive au stage postdoctoral, où là, on est rendu un expert dans notre domaine. Mais ce domaine-là, c'est un tout petit domaine de l'astrophysique qui est lui-même un petit domaine de la physique. Donc, on est extrêmement spécialisé. Et donc, j'aimerais bien savoir, Lisa, en quoi maintenant tu es extrêmement spécialisée? J'aime bien l'analogie de l'entonnoir, mais je te dirais que je pense que c'est un entonnoir à 2 bouts. Fait que pense à un entonnoir qui s'élargit à la fin. Fait que je suis totalement d'accord. Au début, on spécialise... Moi, j'ai fait un bac en physique à l'Université McGill. Pour ensuite, ben, même dans le temps, je savais pas ce que j'allais faire. En fait, en grandissant, j'avais pas connu beaucoup de gens qui avaient fait des études universitaires. Fait que pour moi, quand je me demandais qu'est-ce que je voulais faire après, je regardais autour de moi, puis je me suis dit, je pense que j'aime ça, les maths et les physiques. Donc, être enseignante physique au secondaire, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un bac en physique. Puis c'est là, en fait, que j'ai été immersée dans le monde de la recherche, sur toutes les possibilités qu'on pouvait avoir que je connaissais pas avant. Puis un petit peu par hasard, j'ai fini par choisir les exoplanètes et l'astronomie comme sujet de recherche pour ma maîtrise. Mais j'ai passé à 2 doigts d'aller faire une maîtrise en géographie. Fait que je pense qu'au final, aujourd'hui, je m'intéresse à la cartographie des exoplanètes, ce qui rassemble un petit peu les intérêts que j'avais avant de commencer une maîtrise. Mais c'est ça. Fait que finalement, après avoir fait la maîtrise, j'ai fait un doctorat où je me suis spécialisée sur comment est-ce qu'on pouvait justement faire une carte de planètes qu'on arrive à peine à voir avec nos télescopes. Pour ensuite, aujourd'hui, me ramasser à l'Université de Montréal comme chercheuse postdoctorale où j'ai extrêmement de liberté sur les questions que je veux me poser. Ça me permet d'être très ambitieuse aussi sur ces questions-là. Donc, c'est pour ça que, pour moi, l'entonnoir, c'est comme revirer de bord. Aujourd'hui, je ne me spécialise pas sur une seule chose, mais en fait, j'ai la liberté de pouvoir me poser plein de questions puis d'un petit peu de voir ça comme un grand casse-tête où j'ai comme plein de morceaux que j'ai maîtrisé, puis maintenant, je les reconnais assez pour savoir où ils devraient se placer sur mon casse-tête, puis à voir si jamais on va finir ce casse-tête. Ah, comme quoi, même rendu au post-doctorat, on fait encore des casse-têtes. Hein? C'est intéressant. Ouais, Mais tu disais, les exoplanètes, on peut pas vraiment les voir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ici? Oui, exactement. Fait que dans le fond, vous avez tous probablement essayé de prendre une photo d'une nuit, des fois étoilée ou peut-être pas étoilée si vous êtes à Montréal, mais au moins de prendre une photo d'un point blanc dans le ciel. Puis ce que vous voyez, généralement, c'est un tout petit point blanc sur votre photo, mais sur ce petit point blanc-là, on voit une étoile, puis des fois, on voit même une planète autour de cette étoile. Mais le truc, c'est que on peut pas zoomer à l'infini avec nos téléphones. Fait qu'on n'arrive pas à zoomer assez pour justement voir le point de la planète et le point de l'étoile sur 2 pixels différents. Malheureusement, avec la technologie qu'on a, même avec les plus grands télescopes comme le télescope spatial James Webb, on arrive encore difficilement à séparer les 2 objets. Tout se retrouve sur le même pixel. Fait que c'est en fait comme ça que... En fait, c'est sur ça que je travaille, sur comment est-ce que en obtenant de l'information sur un seul pixel, on peut dire des choses sur 2 trucs différents. Oui, parce que des exoplanètes, maintenant, on en connaît presque plus de 5000. On a 8 planètes dans notre système solaire. 5000 exoplanètes, ça en fait beaucoup. Mais parmi toutes ces exoplanètes-là, il y en a très, très peu qu'on arrive à voir. En fait, on les a presque toutes détectées de façon indirecte.
Et j'aimerais que tu me parles un petit peu, Pierrot, de ce que tu fais, puis de comment on fait pour trouver des planètes de façon indirecte. Ouais, donc c'est une bonne transition vers ce que je fais. Donc, juste pour donner un peu de contexte par rapport à mes collègues, moi, je suis un peu plus en bas de l'échelle académique, disons. Donc, je suis à la maîtrise. Donc, je commence mes études graduées. Et donc, ce que j'étudie, moi, c'est la détection d'exoplanètes, mais à travers une méthode qui est indirecte, comme tu disais, qui s'appelle la méthode des vitesses radiales. Donc, essentiellement, c'est essayer de détecter l'effet gravitationnel qu'a la planète sur son étoile. Parce que, malgré le fait qu'une planète, on le sait, comme nous par rapport au Soleil, la Terre, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite. Et donc, sa masse, elle est beaucoup plus faible que celle de son étoile. Mais malgré ça, la planète fait quand même bouger un tout petit peu l'étoile. Puis ce mouvement-là, on peut le détecter indirectement en regardant ce qu'on appelle le spectre de l'étoile, donc la lumière qui nous provient. On est capable de la décomposer. Puis dans ce spectre-là, il va y avoir l'information nécessaire pour détecter cette planète-là. Puis trouver même sa masse, qui va être très intéressant ensuite pour tirer plein de conclusions sur comment elle s'est formée, à quoi elle pourrait ressembler, etc. Donc, donc ce que j'étudie, c'est une méthode indirecte. Un peu comment trouver deux objets avec un seul pixel. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'astrophysique? Initialement, j'avais pas vraiment. Tu sais, j'ai grandi à Montréal, fait que j'avais pas vraiment accès à un beau ciel étoilé là, dans ma cour de chez mes parents. Donc, en fait, c'était vraiment à travers mes études au secondaire. J'ai eu un prof en secondaire 5, donc à la toute fin de mon secondaire, un prof de physique, notre premier cours de physique, qui était vraiment incroyable. Il partageait sa passion de manière extraordinaire. Il m'a intéressé à un point où est-ce que j'avais envie d'aller lire des livres dans mes passe-temps. Au début, je lisais des livres de physique, là, les grands classiques de Stephen Hawking, Carl Sagan, tout ça. Puis je me suis trouvé à préférer les livres qui parlaient d'astronomie à travers les différents livres que je lisais. Puis donc, je savais derrière ma tête que c'était quelque chose qui pouvait potentiellement m'intéresser. Puis j'ai continué donc dans le parcours scientifique. Et j'ai décidé de faire un bac en physique. Puis, durant mon bac en physique, j'ai eu la grande chance d'avoir un stage donc, à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Et donc, ça a exaucé mon souhait justement d'aller en astrophysique. Mais justement, un peu comme moi, j'ai passé très, très proche d'aller en physique des particules aussi. Donc, honnêtement, j'aurais peut-être été très heureux de faire ces études-là aussi, on ne saura jamais. Mais je suis content d'avoir gardé un peu l'intérêt que j'avais depuis secondaire 5 sur ce sujet-là. Okay, donc, ça devient quand même du secondaire, là, cette idée-là de faire de l'astronomie. Oui, je dirais à peu près à ce moment-là. Puis, est-ce que c'est la même chose pour vous? Moi, personnellement, c'est un souvenir. L'astronomie, c'est un intérêt qui remonte à l'enfance. Là. Ma mère était prof de musique, puis des fois, pendant les journées pédagogiques, elle m'amenait à l'école, puis bon, j'étais super intimidé. Là. Il y avait plein d'étudiants secondaires. Moi, j'avais 7-8 ans, tu étais dans la classe, puis elle me donnait du papier, fait des dessins, puis moi, c'était toujours pour de vrai, les planètes. Genre, le système solaire, je les faisais une par une, puis j'allais checker des photos pour essayer de trouver plus de détails pour les reproduire plus fidèlement. Mais c'était pas le seul non plus intérêt que j'avais. Puis, en fait, j'ai toujours gardé ça un peu en arrière-pensée, que l'astronomie, ça m'intéressait pour aller faire mes études supérieures, peut-être. Pour moi, ça a toujours été l'idée que je voulais aller à l'université. Je savais juste pas en quoi. Et au cégep, je me suis quand même gardé toutes les portes ouvertes possibles. J'avais fait un double deck à Maisonneuve en sciences humaines et sciences nature. Et fait que je touchais à l'histoire, je touchais à la science politique, la sociologie aussi, je trouvais ça super intéressant. Mais un petit peu peut-être comme Pierrot, j'ai aussi un professeur au cégep, professeur de physique, qui m'a vraiment... Puis lui, il étudiait en astrophysique, puis il a finalement décidé de lâcher la recherche et rester professeur à ce cégep-là. Mais il y avait tellement un intérêt puis une passion qui se communiquait à travers ses explications, communiquait tellement bien que je me suis dit pourquoi pas. OK, l'astrophysique, on peut le faire. Bon, bac en physique, évidemment, au début, qu'on n'a pas le choix de faire. Là, fait qu'on touche un peu toutes les branches. Des fois, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Tout le monde n'est pas toujours bolé dans les maths quand on s'en va en physique. Moi, c'était absolument pas mon cas. Tu disais tantôt, le bac en physique, c'était 3 ans. Moi, je l'ai fait en 5 parce que je faisais du sport au niveau compétitif. Je travaillais en même temps. Puis, ça, c'était mon interprétation. Je me disais, je voulais une vie en dehors aussi de l'université. Là. J'avais des amis qui l'ont fait en 3 ans. Puis je pense, beaucoup de monde le font avec et gardent leur sanité là, en faisant 3 ans. Mais je voyais que ça prenait son toll sur les gens quand même de le faire en 3 ans. Donc, moi, je me suis dit, je vais l'étaler un petit peu plus. Puis voilà, quand venu le temps de faire des demandes pour aller à la maîtrise, moi, c'était juste l'astrophysique que j'avais en tête. C'est intéressant ce que tu racontes aussi sur... le rôle d'un enseignant
Je pense que tu as eu ça aussi au secondaire. Toi, c'était au cégep. Une personne, parfois, peut avoir tellement une grande influence dans notre parcours, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir accès à plusieurs cours de physique ou à plusieurs personnes différentes pour donner ces cours-là. Donc, si c'est le cas pour vous, puis ceux qui nous écoutez, puis que vous pouvez avoir accès à ces mentors-là directement, c'est super. Mais sinon, bien, parfois, ça vaut la peine de trouver d'autres personnes puis de poser ces questions-là quand vous en avez. Parce qu'en effet, moi, je dois dire, c'est aussi ce que j'ai vécu. Donc, moi, au secondaire, j'ai détesté la physique. Oh my God. Si vous parlez à Frédéric de 16 ans puis vous lui demandez « Est-ce que tu vas faire de la physique plus tard? » Elle rit. Oh, elle trouve ça drôle comme idée. Elle ne va pas faire de la physique, sinon c'est certain. Puis maintenant, j'ai un doctorat en physique, donc quand même, il s'est passé quelque chose. Hein. On tourne en quelque part. C'est ça. Mais moi, au secondaire, la physique, je ne comprenais pas l'intérêt. On apprenait des formules par cœur. Ça a peut-être changé, hein, ça fait quand même quelques années, mais à la partie optique, là, on apprenait des formules par cœur. Je ne comprenais pas à quoi ça servait. Puis maintenant, je travaille dans un laboratoire, on construit des instruments, on fait de l'optique. Donc, ça peut changer beaucoup. Puis en effet, moi, au cégep, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont montré à quel point la physique, ça peut être chouette. Ça m'a vraiment encouragée à continuer dans cette voie-là. L'enseignement au cégep est vraiment excellent. Selon moi, je trouve ça que c'est impressionnant. Il y a beaucoup de gens que c'est au cégep, justement, qui vont avoir une expérience marquante avec un ou une professeur. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, j'avais... quand on venait le temps de prendre des décisions sur quelle est ta prochaine étape, c'est quoi le prochain diplôme que tu veux faire ou la prochaine aventure dans laquelle tu veux t'embarquer. Moi, quand j'ai décidé d'aller au cégep, je suis allée en sciences parce que c'était le programme qu'on me disait, ça va t'ouvrir tous les portes. Fait que même si tu n'as pas prise de décision en ce moment, fais ça, puis après ça, tu gardes toutes tes portes ouvertes. Fait que dans le fond, j'ai fait ça un petit peu, puis au début, tu fais tes cours de physique qui sont comme tous des cours de physique un petit peu séparés. Tu as ton cours de physique, de mécanique, ton cours de physique optique, puis il y avait rien qui faisait du change. Je comprenais pas pourquoi est-ce que c'était tous des cours de physique, puis c'était quoi le lien qu'il y avait entre tous ces cours aussi, jusqu'à ce que je prenne un cours d'astrophysique. Dans le fond, au cégep où j'avais été, on avait le choix à notre dernière session de choisir les cours de sciences que tu voulais faire. Comme j'avais pas d'idée précise, je me suis dit, je vais prendre un cours de maths, je vais prendre un cours d'astrophysique et un cours de chimie organique. Puis finalement, en fait, c'est dans le cours d'astrophysique que le prof m'a vraiment marqué. L'enseignant avait comme réussi à rassembler toutes ces notions des autres cours puis un petit peu de les appliquer sur un problème qui nécessitait un petit peu de compréhension sur toutes les différentes matières. Mais aussi, tu revoyais les mêmes équations qui se reproduisaient en optique, en mécanique, etc. Fait que c'est là que j'ai comme... En tout cas, ça a l'air un petit peu nerdy, là, mais un amour pour les maths, c'est vraiment un langage universel. Non, mais c'est vrai, avec les cours de maths aussi, on apprend plein de techniques, puis on se dit, ben ça servira à quoi? Ça sert à quoi de savoir comment faire des racines carrées? Ça sert à quoi les chiffres nombres imaginaires? Ça sert à quoi toutes ces choses-là? Puis un jour, on les applique en physique. Et là, on comprend qu'en fait, c'est un langage. Ouais. Hein, c'est le langage de l'univers, les mathématiques. Puis quand on fait de la physique, on a besoin de parler le langage de l'univers, mais on n'a pas besoin d'être poète du langage de l'univers. Bien dit. C'est vrai. On n'a pas besoin d'être des experts. Hein. Donc nous, on a fait de la physique, on utilisait une langue, de la même façon que présentement, on se parle en français, mais on n'a pas fait de baccalauréat en français. On l'utilise comme un outil. Donc moi, les mathématiques, je vois ça comme un outil pour faire notre science, qui est la physique. C'est un très bon point, par rapport à ce que vous avez dit justement au niveau de utiliser des équations. On apprend des équations des fois au secondaire par cœur sans trop comprendre. Bon, je pense, physique secondaire. Le MRUA, tu apprends à calculer les paraboles, puis bon, tu peux comprendre, il y a un peu de balistique en arrière, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement une entrée en matière qui est super intéressante, puis ultimement, faire du par cœur, ça t'amène pas une compréhension fondamentale de ce que tu fais. Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment fait triper en astrophysique, c'est d'aller un peu dans le nitty-gritty, mais de comprendre pourquoi les choses, pourquoi des événements se produisent comme ils se produisent, pourquoi le Soleil fonctionne, par exemple, en physique stellaire, pourquoi éventuellement il va arriver en fin de vie. Et un peu, c'est ça, ce pouvoir prédictif-là de la science à travers le langage des mathématiques. Moi, c'est ça, je trouve ça extrêmement fascinant. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas encore qu'ils peuvent être intéressés par ce genre de science-là, peuvent l'être juste en se rendant compte que c'est pas
aussi complexe que ça en a de l'air. Puis là, je dis ça, puis je suis sûr, c'est comme un peu tous les profs de maths, ils disent ça à leurs étudiants là, dans leurs cours. Là, ça va pas être aussi dur que ça en a de l'air, puis tout le monde souffre pareil. Mais en quelque part, c'est quand même fondamentalement vrai. Si ça t'intéresse, puis tu décides de t'y mettre, ben, tu vas, en tout cas, hopefully finir par arriver à une bonne compréhension de ce que tu étudies, de ce que tu fais. Et puis, j'ai l'impression que quand tu sais à quoi ça sert, là, c'est intéressant. Vous vous souvenez quand on a appris la trigonométrie? On disait comme, OK, SOHCAHTOA, on apprend des angles, mais ça sert à quoi? Ben, ça sert à mesurer des distances aux étoiles. Si on n'a pas de trigonométrie, on ne peut pas mesurer des distances aux étoiles. Je peux pas prendre un ruban à mesurer, partir de la Terre, là, puis m'en aller jusqu'à la prochaine étoile. C'est trop loin. Il faut trouver d'autres façons. Puis la trigonométrie nous permet de faire ça. Si on avait su ça au secondaire, ça aurait peut-être mis des choses en perspective. Parce que maintenant, on peut dire que ben, ça, c'est le genre de méthode qu'on utilise, peut-être pas tous les jours, mais relativement fréquemment. Alors que je me souviens très bien d'être au secondaire puis de me dire, je me servirai jamais de ça, là. ça sert à rien. Mais non, ça sert pour vrai. Ça, mais j'aimerais vous amener dans une autre question. Donc, qu'est-ce que vous faites dans une journée de tous les jours? Donc, on se disait, ben, peut-être qu'on fait un peu de maths parce que c'est notre langage, mais ça ressemble à quoi une journée typique? Et là, je vais commencer à la maîtrise, puis je vais monter. Donc, puis peut-être même, tu peux me parler un peu à quoi ça ressemblait au bac, puis comment c'est différent à la maîtrise. Ouais, je peux parler un peu du bac. Ben, le bac en physique, donc moi, je l'ai fait à l'Université de Montréal. C'est beaucoup des exercices qu'on fait dans différents cours. Fait que, par exemple, on arrive, on fait mécanique classique 1, c'est notre premier cours de physique. On voit la théorie dans les cours, puis ensuite, ben, le but, c'est de l'appliquer en faisant des exercices qui certains plus difficiles que d'autres, qui nous prennent des fois 30 minutes, des fois 3 jours. Sont rares les 3 jours. Relativement. Et donc, il faut vraiment aller se creuser la tête, tout ça. Puis souvent, les gens vont dire que les personnes qui ont des bacs en physique, souvent, sont bons pour résoudre des problèmes parce que c'est ça qu'on fait vraiment littéralement pendant 3 années. Et donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé du bac, c'est l'esprit d'équipe aussi, parce qu'on était beaucoup à s'entraider, à essayer de se faire comprendre des concepts en se l'expliquant. Souvent, expliquer des concepts, ça aide vraiment à les comprendre, à les assimiler de manière beaucoup plus efficace. Donc, c'est vraiment ce que j'ai aimé. Si tu es quelqu'un qui compte essayer de faire un bac en physique, vraiment, isole-toi pas dans ton coin parce que ça va être exponentiellement plus difficile que si tu partages et que tu t'entraides avec les autres étudiants dans le bac. Donc, c'est ça. Donc, ensuite, j'ai commencé la maîtrise, puis vraiment, c'est complètement différent. Honnêtement, j'ai regagné une partie de ma sanité, comme tu disais, en rentrant aux études graduées. Souvent, on se dit, OK, ben, ça va être plus dur parce que c'est un niveau plus haut, mais en fait, c'est que ça change complètement ton quotidien à la place de faire des cours puis des exercices qui prennent beaucoup, beaucoup de temps puis que tu continues à faire jusqu'à des petites heures dans la nuit. Ben là, tu as vraiment comme ton horaire de 9h à 5h si ça te tente. En astrophysique, ce qui est bien, c'est que puisqu'on travaille beaucoup à l'ordinateur, ben on peut un peu faire notre propre horaire souvent. Mais tu sais, tu te mets quelques heures dans la journée où est-ce que tu travailles, puis ben une fois que c'est fait, ben tu peux idéalement arrêter de travailler puis avoir une vie à l'extérieur de la maîtrise. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en arrivant à la maîtrise. Ouais. C'est ça, parce que le baccalauréat, dans le fond, c'est des cours. C'est de l'école normale. À la différence du secondaire ou du cégep, c'est qu'il n'y a que de la physique. Bon, un peu de mathématiques, un peu d'informatique, mais il n'y a pas de cours de français, de cours d'anglais, de cours de sport. Un jour, ça arrête. Donc, c'est vraiment... Mais c'est des cours. Donc, tu vas à l'école, il n'y en a pas de 8h30 le matin jusqu'à 3h30 l'après-midi toute la semaine. Mais essentiellement, ce que tu fais du lundi au vendredi, c'est des cours. Il y a des moments où il n'y a pas de cours. Tu as peut-être un moment, une pause entre 2 cours. Tu en profites, tu fais des devoirs. Mais ton temps est vraiment utilisé entièrement à aller à des cours, aller à des périodes de travaux pratiques où tu fais des exercices avec tes collègues, puis à faire des devoirs, à faire des examens. Mais quand tu arrives à la maîtrise, là, tu es plus comme un chargé de projet. Tu as ton propre projet, ta propre question scientifique, et là, tu as 2 ans pour y répondre. Et au début, il va y avoir des cours. Il y en a quand même quelques-uns à la maîtrise, pas beaucoup, par exemple. Puis ensuite, ça devient un travail, je veux dire, normal, entre guillemets, où là, ben, comme tu disais, tu peux décider que toi, tu travailles un horaire normal de 9 à 5, que tu peux faire un peu en partie à l'université même. Certains travaillent un peu à la maison. Tu peux alterner. Il y en a qui aiment travailler dans des cafés ou dans des endroits où c'est plus actif. Il y en a qui aiment travailler dans des endroits plus silencieux. Tu trouves un peu ce qui te plaît.
Mais là, c'est vraiment ta recherche que tu fais. Et il se trouve que la recherche en astrophysique, maintenant, se fait beaucoup devant son ordinateur. C'est un petit peu ce que tu disais. Oui, exact. Donc, pour revenir à quoi ressemble une journée, honnêtement, j'arrive, par exemple, si je vais travailler au Mille, où est-ce que j'ai mon bureau. Déjà, on a la chance d'avoir un bureau, ça, c'est le fun. Puis ensuite, on s'assoit devant l'ordinateur. Puis, indépendamment, au début, souvent, de la maîtrise, pour se familiariser avec le domaine, on se fait donner une question de recherche, justement, comme tu disais. Donc, on va commencer à faire une revue de littérature, souvent. Fait qu'au début de ma maîtrise, mes journées ressemblaient plus à lire des articles, essayer d'installer des trucs sur mon ordi, des packages. Donc, pour essayer de préparer un peu le projet. Puis, éventuellement, tu reçois par exemple, dans mon cas, je travaille avec un spectrographe. Donc, je me fais donner des données du spectrographe. Puis là, on dit, OK, analyse ces données-là. Fait que là, toute cette préparation-là que j'ai faite, à ce moment-là, je vais rentrer dans une phase plus de programmation. Fait qu'honnêtement, je pourrais passer des journées complètes à programmer sur Python, en particulier dans mon cas. Puis essayer de tirer de ces données-là, dans mon cas, essayer de trouver des exoplanètes dans les données de vitesse radiale dont je parlais tout à l'heure. Puis une fois qu'on a fait une découverte, là, on passe dans une phase plus de rédaction. Donc dans mon cas, je viens juste de soumettre mon mémoire hier soir à 11h30. Donc, je sors d'une phase de rédaction où est-ce que j'ai pas mal laissé la programmation de côté, puis là où est-ce que je faisais de la rédaction d'articles scientifiques, dans le cas de la maîtrise de mémoire. Donc là, il y a beaucoup d'écriture. Donc, pour les gens qui aiment l'écriture, il y a aussi une grande partie du travail qui tourne autour de ça. Donc, dans le fond, un article scientifique en mémoire, on peut voir ça comme un vraiment gros rapport de laboratoire. Exact, oui. Donc, ça, on commence à en faire vers la fin du secondaire. Là, puis, c'est vraiment le même principe, mais juste plus. Oui, exactement. Et toi, Guillaume, est-ce que ton quotidien ressemble à ça? Plutôt différent? Non, honnêtement, ce que tu as décrit, ça a été un petit peu mon quotidien pendant, je m'en disais maintenant, les 7 dernières années. Là, fait que j'ai fait 2 ans de maîtrise, puis tu disais 4 ans, moi, c'est 5 ans de doctorat. Je disais à peu près. Oui, je voulais non, pas, c'est ça. Mais non, mais c'est encore dans la moyenne. Là. J'ai une amie qui l'a fait en 7 ans. Bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup pour certains, mais en même temps, tu sais, quand t'es rendu quelques années puis justement, c'était, je veux dire, t'es-tu un peu persévérant, t'as pas envie d'abandonner à la moitié du chemin, fait que tu continues, puis tu mets le temps que t'as besoin d'y mettre pour le finir. Dans mon cas, moi, je me suis mis une date solide de fin, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. Je t'avouerais, là-dedans, tu sais, au doctorat, moi aussi, je fais de l'astrophysique théorique, là, dans le sens que ma maîtrise, je vais reprendre un peu ce que tu as dit tantôt, des distinctions entre astronomie, astrophysique. À la maîtrise, mon travail ressemblait beaucoup à celui de Pierrot. Moi, j'analysais des données photométriques, on dit, fait que vraiment la quantité de lumière qu'on reçoit d'étoiles Wolf-Rayet à chaque seconde. Puis j'utilisais des différents télescopes, la constellation de satellite Bright, par exemple, ceux qui ont financé mon projet de maîtrise. J'ai utilisé TESS, c'est un télescope qui est spécialisé pour observer des transits d'exoplanètes, mais qui en même temps observe tellement des grosses portions du ciel que il y a aussi des étoiles massives là-dedans. Puis les gens qui cherchent des exoplanètes, eux, les étoiles massives, ça les intéresse pas. Moi, je pouvais venir prendre ces données-là, puis je les ajoutais à ma maîtrise. Fait que ça a été 2 ans vraiment, c'est ça, d'investigation observationnelle, dans mon cas d'étoiles. Et au doctorat, là, j'ai ma directrice avec qui j'ai fait ma maîtrise. J'ai décidé de rester avec elle et elle m'a proposé un autre projet. Un projet qui s'en allait vraiment pas dans son champ de compétences à elle, mais elle avait des contacts à l'international, des gens qui pouvaient m'aider à démarrer le projet. Puis là, c'est ça, astrophysique théorique, donc vraiment plus concevoir à l'ordinateur des modèles. Donc des codes fondamentalement, qu'on dit hydrodynamiques, donc qui un peu résolvent toutes les équations physiques qu'on connaît en même temps, qu'on applique à différents phénomènes ou différents contextes. Là, dans mon cas, à moi, c'était simuler une étoile massive, simuler son vent et simuler ultimement les structures qui vont se former là-dedans sous certaines conditions. Là, dans mon cas, c'est des vents poussés par la quantité de lumière qu'ils reçoivent. Fait que tu mets une tache plus lumineuse à la surface. Ça fait qu'une partie du vent qui va encore plus vite, qui crash dans le vent qui est devant lui. Puis là, ça fait de la turbulence. Fait qu'en gros, c'est un très, très gros. Là. C'est un peu ça que j'ai fait. Mais simuler, oui. là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais, toi? Simuler, dans le fond, c'est qu'une fois que tu as écrit ton programme, une fois que le programme, tu sais qu'il fonctionne puis que les équations sont les bonnes, tu le laisses rouler en quelque part. C'est-à-dire qu'il avance dans le temps, puis que là, qu'il simule, dans le fond, c'est comme... Parce qu'en astrophysique,
on est un peu une des seules branches de la science qui n'avons pas accès dans notre laboratoire à notre objet d'étude. Parce que je peux pas je peux pas encore fabriquer un soleil en laboratoire, une étoile massive, puis l'étudier live devant moi. On peut regarder au télescope, fait que là, le laboratoire, dans le fond, notre laboratoire, c'est l'univers. Mais là, on peut juste l'observer. On peut pas jouer avec les étoiles qui sont dans le ciel. On peut les regarder, essayer de les comprendre, mais la meilleure façon, en fait, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le ciel et d'essayer de reproduire qu'est-ce qu'on y voit dans nos ordinateurs. Parce que oui, on peut voir des choses dans le ciel, mais les étoiles, ça a des temps de vie très, très longs. Ouais. Donc toi, tes étoiles massives évoluent rapidement. Ouais, mais rapidement, là, ça veut dire... Les plus massives vont de leur naissance jusqu'à leur mort, c'est lors de 50 millions d'années. Ce qui est bon, à notre échelle humaine, on s'entend, ça fait pas de différence. Fait qu'on pourrait dire, voilà, c'est super, j'ai trouvé une bébé étoile massive, et là, je vais la regarder. Ça va être long. Hein? Ouais, si t'attends son explosion, ça va être long. Ouais. Si on peut pas en créer dans les labos, on peut pas faire des minuscules étoiles et les regarder, et on peut pas regarder des étoiles dans l'univers et attendre, parce que nous, nos temps de vie, en tout cas, moi, je vais pas vivre 5 millions d'années, je sais pas vous, mais pas moi. Non. Il faut trouver d'autres façons. Ouais. Et là, on est chanceux parce qu'on a les lois de la physique. Donc, en connaissant les lois fondamentales de la physique, on peut les programmer dans un code, dans notre ordinateur, puis ensuite faire un peu, faire avancer la variable temps. Ouais. Puis voir à différents moments dans notre simulation, donc notre étoile qui n'existe que dans notre ordinateur, voir si à un âge de 50 000 ans, 1 million d'années, 2 millions d'années, est-ce que ça ressemble à des étoiles massives qu'on peut observer, qui ne sont pas la même, mais qu'on peut voir à certains moments. Et là, c'est une question de comparaison avec ce qui est réel. Exact. Puis on est chanceux aujourd'hui qu'on a les capacités de calcul qui nous permettent de simuler. Bon, on ne peut pas simuler une étoile complète, là, je veux dire atome par atome, mais on peut simuler avec suffisamment de résolution. C'est suffisamment proche de la réalité qu'on est capable de faire des étoiles simulées qui collent très bien avec ce qu'on observe dans le ciel et surtout de faire de la prédiction à partir de là. Prédire qu'est-ce qui va leur arriver, prédire quel genre de phénomènes vont se produire. Moi, dans mon cas, dans leur vent. Il y a des gens qui simulent les intérieurs, il y a des gens qui simulent les planètes qui tournent autour aussi. Puis c'est ça. Fait que, bref, mes journées ressemblent quand même, si on look back à c'est quoi la journée un peu typique d'un étudiant au doctorat, en astrophysique théorique, parce qu'il y a des gens qui vont travailler plus en physique observationnelle, construction d'instruments aussi. Fait que c'est sûr, mon cas n'est pas le cas de tout le monde au doctorat. Mais ça ressemble un petit peu à ça. Puis je dirais que moi, personnellement, un des avantages que Pierrot a mentionné, qui m'a beaucoup plu, c'est la capacité de faire ton horaire un peu comme tu le veux. La seule différence, c'est que le doctorat, c'est un projet plus long terme. Fait que c'est un peu comme un marathon qu'il faut que tu cours pendant 4-5 ans. Puis en quelque part, t'as pas le choix de prendre soin de toi pendant ce temps-là. Fait que moi, j'ai toujours pris la peine, je me garde des périodes dans la journée. Bon, toi, t'aimes pas ça. Faire du sport, c'est obligatoire, j'en ai besoin quotidiennement. J'aime pas ça en équipe. Okay. Vous savez, là, il faut choisir équipe A, équipe B. Moi, je suis vraiment petite. Imagine-moi jouer au basketball. Ça se peut pas. Là. En tout cas, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis de pouvoir, à l'occasion, me lever un peu plus tard aussi. Puis travailler de chez nous aujourd'hui, j'aime ça aller au bureau parce qu'on a. Puis surtout, généralement, on va être avec les membres de notre groupe de recherche, des gens d'un groupe similaire. Fait que quand un peu tout le monde est au bureau ensemble, c'est vraiment le fun parce que là, tu peux échanger des idées, tu peux discuter, puis on échange sur nos différents sujets de recherche, puis on s'entraide entre nous. Mais il y a toujours, en ce moment, au moins 2 journées par semaine où je vais travailler de chez nous. Puis là, j'ai un bureau, mettons, qui se lève debout. Je sais que Lisa en a un dans son bureau. Honnêtement, en fait, c'est le bureau de Lisa. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée, ça, de pouvoir travailler debout, puis de coder. Puis ça fait juste du bien de changer de position. Fait que voilà, je m'en suis pris un chez nous, puis là, ça m'encourage à le faire un petit peu plus. Mais je trouve que c'est possible de faire ça de façon très saine, même si c'est beaucoup de temps, puis c'est du travail, là, faire des études graduées, maîtrise, doctorat, postdoc, c'est plus des études, tu es rendu chercheur là, à ce point-là. Mais c'est ça, c'est plaisant. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Puis toi, Lisa, est-ce que ton quotidien ressemble à ça? Est-ce qu'il est différent? Je te dirais qu'au début, quand j'ai commencé la maîtrise et le doctorat, ça ressemblait beaucoup à ça. Maintenant, c'est un petit peu différent. Mais je vais juste revenir un petit peu sur ce que Guillaume disait. C'est vrai que faire des études en physique ou un doctorat ou une maîtrise, c'est quelque chose qui sonne exigeant. Quand on parle de faire un doctorat aux gens, comme tu le disais au début, les gens pensent qu'on fait encore des cours, qu'on fait encore des devoirs, puis ils peuvent pas s'imaginer qu'on fait encore 5-7 ans de plus de ça, mais je vous garantis qu'on fait
plus ça aujourd'hui. Mais aussi, comme c'est exigeant, c'est vraiment important de trouver le temps de prendre soin de soi, de trouver cette balance entre le temps que je mets sur moi-même, sur mes propres activités, mes hobbies, et le temps que je mets à me concentrer sur mon travail pour pouvoir terminer mon diplôme. Non, c'est ça. Fait comme je le disais au début, c'était souvent mon superviseur qui me donnait un projet de recherche. Puis après ça, je fonçais dessus. J'essayais de trouver un petit peu toutes les ressources dont j'avais besoin pour répondre à cette question. Mais là, une fois que tu as terminé ton doctorat, là, tu es un petit peu de l'autre côté de la plaque où c'est maintenant à ton tour de te demander quelles sont les questions qui m'intéressent. Puis, pour de vrai, c'est pas si facile que ça. Souvent, c'est super intimidant de se dire je vais trouver des questions qui sont intéressantes, qui m'intéressent moi, mais qui sont aussi importantes parce que tu veux pas nécessairement faire quelque chose qui intéresse personne. Ben, tu peux quand même le faire, mais souvent, c'est pas ça qui détermine tes chances de succès ou tes chances d'avoir, admettons, du temps pour utiliser un télescope. Souvent, il faut que tu trouves quelque chose d'excitant, mais que tu réussisses à convaincre les autres que c'est aussi excitant. Puis même, je dirais que c'est plus large que ça, parce que ce qu'on apprend au primaire, au secondaire, au cégep, même à l'université, c'est pas à avoir des nouvelles questions, c'est à avoir la bonne réponse. Exactement. Et ça, c'est difficile, hein, parce qu'on apprend à faire des devoirs, à avoir la bonne réponse. Le but, c'est d'avoir la bonne réponse. Puis vous avez sûrement déjà entendu ça, l'important, c'est la démarche. Hein. Mais qu'est-ce qui nous donne la bonne note? Plus la réponse. Ouais. Mais quand on arrive à la maîtrise, au doctorat, au postdoc encore plus, bien, il y a cette idée-là que maintenant, il faut arriver avec ses propres questions. Et le but ici, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est la démarche. Ouais. Et ça, là, c'est il faut reprogrammer son cerveau. C'est pas facile. Non, exactement. Puis c'est super intimidant aussi. Tu sais, des fois, tu te demandes comme si t'es pas quelqu'un de curieuse au départ, comment est-ce que tu deviens curieux? Puis souvent, on pense que c'est des qualités avec lesquelles on est, mais c'est souvent comme un muscle. C'est comme plus tu la pratiques, plus ça devient facilement. Donc aujourd'hui encore, j'ai mes propres projets de recherche. Certaines sont... j'ai obtenu des données grâce au télescope, ou avec le télescope spatial James Webb, où on essaie justement de cartographier des planètes qui sont très, très chaudes. Donc, c'est des planètes qui ressemblent pas nécessairement à la Terre. Elles ont la composition qui peut ressembler à la Terre. Par contre, c'est des planètes qui sont tellement proches de leur étoile qu'elles sont réchauffées à des températures de 2000 ou 3000 degrés Celsius. Puis à ces températures-là, c'est probablement pas habitable. Mais c'est chaud, hein? C'est chaud. Mais on parle de températures qui sont assez élevées pour pouvoir justement faire fondre les surfaces de ces planètes. Donc, au lieu de planètes qui sont recouvertes d'océans d'eau, on parle de planètes qui sont recouvertes d'océans de lave. Moi, j'irais pas là. Non, je pense qu'il n'y a personne qui veut aller là. Mais pour un exercice de cartographie, c'est super. Ces planètes sont tellement lumineuses que même si elles sont super distantes puis on a seulement 1 pixel d'information, on peut quand même en retirer beaucoup. Par contre, le seul défi ici, c'est... Dans le fond, ce que j'essaie de faire, je ne sais pas si les gens regardent encore la météo, les chaînes météo à la télé. C'est important de regarder la météo. Là. Oui, non, moi, comme astronome canadienne, les Canadiens, on aime beaucoup parler de météo parce que la météo change beaucoup. Ouais. Puis les astronomes aiment beaucoup regarder la météo, surtout ceux qui font de l'observationnel, hein, qui observent avec des télescopes. Ouais. Et moi, en plus, je cours. Donc, je dois trouver à chaque journée le moment optimal pour aller faire ma course. Ce qui fait que je consulte beaucoup les sites de météo. Oui, mais justement, si tu penses à toutes les informations que tu as besoin d'avoir pour pouvoir prédire quand il va pleuvoir et quand il va faire beau, on essaie un petit peu de faire ça. On essaie de collecter des données pour savoir un petit peu comment les climats de ces planètes-là fonctionnent. Surtout quand tu es à des températures super élevées. Mais le seul défi qu'on a, c'est que normalement, nous, sur Terre, on a des satellites qui orbitent autour de la Terre, qui peuvent décider de prendre une photo ou de regarder un endroit spécifique. Donc, comme Montréal, Toronto, les États-Unis, la Chine. Puis, à chaque endroit, le climat est un petit peu différent. Il y a des places où il y a des nuages, il y a des places où il n'y a pas des nuages. Quand ta planète est très, très lointaine, tu ne peux pas envoyer un télescope jusqu'à cette planète-là. Donc, à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que la planète se tourne sur elle-même et nous révèle chacune des parties de la planète. Puis c'est comme ça qu'on reconstruit des cartes. Oui, puis ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'on ne les voit pas. Non. Donc, on ne peut pas dire, la planète tourne, on voit des nuages, la planète tourne, on n'en voit plus. On ne voit pas ça. Non. Donc, il faut inférer ces données-là
à partir de ce qui est obtenu par le télescope spatial James Webb, par exemple. Exactement. Donc, on voit des signaux, des fois des signaux faibles, des fois des signaux qui sont très élevés. Puis c'est comme ça un petit peu qu'on se demande, avec ce qu'on connaît de la physique et de la science du climat, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce qu'on voit. Bref, ça, c'est la recherche que je fais de tous les jours. Mais que, tu sais, j'en parle, c'est pas très, très concret, là, mais... personnellement, je vais rarement à un observatoire pour aller observer le ciel. Même les données que j'ai d'étoiles dans le ciel ou de planètes qui orbitent des étoiles, c'est pas moi qui les ai observées. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un très beau document qui expliquait ce que je voulais faire. Et après ça, il y a des gens qui opèrent le télescope qui, un jour, l'ont observé pour moi. Ils m'ont envoyé un email me disant « Voici, tu peux downloader tes données. » Là, ça semble simple comme ça, mais c'est en fait tout un processus où il y a vraiment toute la communauté qui va décider d'appliquer sur du temps de télescope par un processus qu'on appelle des demandes de temps. Et puis, ça peut être extrêmement compétitif. Le dernier temps que tu as obtenu était extrêmement compétitif. On parlait d'une demande acceptée pour 9 demandes soumises. Wow. Donc, ça peut être assez compétitif. Il y a des télescopes qui le sont plus, il y a des télescopes qui le sont moins. Mais c'est vraiment, chaque demande c'est un autre genre de rapport de laboratoire, mais où on n'a pas la réponse. Mm-hmm. Donc, on se dit, on aimerait observer cette étoile-là, cette planète-là, parce que pour toutes ces belles raisons. Et ensuite, il va y avoir un comité d'experts qui va lire toutes les demandes et qui va dire « Ah, bien, celles-ci ont un plus grand intérêt pour les grandes questions qu'on se pose en astrophysique. » Et puis, il va tout classer les demandes comme ça. Et donc, celles qui se trouvent au-dessus de la pile auront du temps d'observation. Mais c'est vrai que maintenant, la plupart des télescopes, James Webb, on ne peut pas y aller. Il est dans l'espace. Oui. Mais pour la plupart des télescopes, on se réveille le matin puis on a une image dans nos courriels. C'est assez facile. Oui, c'est assez facile. Puis après ça, c'est pas seulement une image. Souvent, on obtient quelque chose comme des milliers d'images qu'on n'arrive pas à passer à travers à l'œil nu. Donc, c'est pour ça qu'on écrit des programmes informatiques pour pouvoir nous aider à décortiquer ce qu'il y a dans ces images-là, puis quel genre d'informations on pourrait avoir. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais avoir le temps de faire. Mais souvent, j'essaie aussi de pratiquer, justement, de me retrouver dans des situations où je peux être plus créative, où je peux commencer à me poser des questions ou à me demander quelles sont mes directives futures ou qu'est-ce qui m'intéresse. Puis, les exoplanètes, je pense qu'on est très choyés. Je pense que c'est un domaine qui est souvent associé à l'astronomie et l'astrophysique. Mais au fond, une planète, c'est très interdisciplinaire. On parle de climat, on parle de vent, on parle d'atmosphère, on parle de sciences terrestres, de biologie, de chimie. Donc, même si au départ, j'ai commencé avec un deck en sciences naturelles qui couvrait un petit peu toutes les matières pour me finir en physique, aujourd'hui, j'essaie de comprendre la chimie et la biologie. Donc, j'essaie de créer des moments rassembleurs, comme par exemple organiser des conférences où on peut amener plusieurs personnes qui ont des expertises différentes. Mais il faut juste se rappeler que chacun d'entre nous ont passé 7 ans à étudier une seule chose très pointue. Puis là, aujourd'hui, on doit se retrouver puis essayer de trouver un langage ou, tu sais, comme parler de manière à ce que toutes les autres personnes qui n'utilisent pas nécessairement le même langage scientifique que nous puissent se comprendre. Puis ça, en tout cas, j'ai comme l'impression de retourner à la cour d'école. Non, mais tu amènes aussi des choses intéressantes sur une journée typique. Donc, on comprend qu'une journée typique, ça se passe devant son ordinateur, à analyser des données, à créer ses propres programmes informatiques. Mais toute cette science-là, elle se fait pas seule. Elle se fait en collaboration. Ben, j'allais dire, c'est un point tellement important. L'idée d'avoir plusieurs pères dieux qui peuvent regarder un même projet. Puis, je veux dire, même personnellement, mon expérience vécue dans les derniers mois, ma science, la science que je fais pour mon doctorat a fait en anglais, un breakthrough. Puis dans le fond, c'est parce que mes codes que j'étais en train de faire, il y avait une partie qui ne fonctionnait pas. Puis ça faisait 2 mois littéralement que j'étais en train d'essayer de résoudre une erreur. Puis là, tu sais, moi, justement, ma fin de doctorat arrive, là, ça commence à être stressant. Puis les gens avec qui je collabore en Belgique, qui sont ceux qui ont conçu le code, n'arrivaient pas non plus à trouver c'était quoi l'erreur. Tout le monde était comme, ben non, ça devrait marcher, ça devrait marcher. Puis là, j'ai une personne, un ancien de mon groupe de recherche, qui a fait un peu quelque chose de similaire à ce que moi j'ai fait, à ce que moi je suis en train de faire dans mon doctorat, qui a regardé avec moi une discussion de 30 minutes, tu sais, les résultats, puis dit « Ah, ben ça devrait être ça, essaye ça, puis ça devrait marcher. » Et ça a fonctionné. Wow. Et lui, c'était vraiment casual, tu sais, il est arrivé, puis il a tout de suite trouvé l'erreur parce qu'il y avait une paire d'yeux fraîche sur le problème. Ou est-ce que des fois, moi, quand tu lis un livre et que tu es collé sur la page, tu oublies des fois de voir la plus grande distance, le larger picture un petit peu.
Et ce genre de collégialité-là, puis qu'on fait, en fait, c'est vrai qu'on dit on passe du temps devant nos ordi, mais c'est aussi pour avoir des meetings sur Zoom ou peu importe, Teams, Discord. Il y a beaucoup de gens ont des façons diverses de se parler en ligne, mais c'est super important. Puis honnêtement, moi, personnellement, c'est parmi les moments que j'ai trouvé les plus gratifiants. C'est en allant à des conférences, en ayant des discussions avec d'autres personnes, où est-ce que, au début, on dit on est super intimidé. Là. Quand tu commences ta maîtrise, là, puis là, tu as des profs d'université bardés de diplômes qui sont là, puis quand quelque part, t'écoutes parler, puis s'attendent à ce que tu présentes des choses intéressantes pour eux. On se sent petit là, au début, puis c'est normal, mais je pense que ça fait partie aussi du processus tranquillement de prendre confiance en soi, de laisser un peu le syndrome de l'imposteur de côté aussi. Et je vais faire un point avec ce que Lisa disait tantôt aussi. Ça, c'est quelque chose, on inverse le cône un peu, où est-ce que juste à la fin de mon doctorat, j'ai dû moi-même aussi faire des demandes pour des postdocs, si j'ai envie de continuer dans l'académique, essayer de travailler avec d'autres personnes. Mais là, c'est explique-nous ton projet, qu'est-ce que toi t'aimerais faire? Puis c'est fou parce que c'était une question que je m'étais jamais vraiment posée jusqu'à tout récemment. Le doctorat, comme je disais, c'est ma directrice de recherche qui me l'avait proposé, qui m'a lancé là-dessus. Bon, c'est moi qui l'ai fait, qui a travaillé les 5 dernières années à monter le projet puis à l'amener où est-ce qu'il en est rendu aujourd'hui. Mais c'est vrai que des fois, pendant tout ce temps-là, on ne se pose pas la question de « OK, la suite, moi, qu'est-ce qui m'intéresserait de faire avec les connaissances que je viens d'acquérir? » Idéalement, tu ne vas pas partir complètement sur une autre tangente à ton doctorat. Après ton doctorat, quoi, ça peut peut-être arriver, là. Mais c'est des questions très intéressantes, mais un peu intimidantes à avoir à se poser, rendu là, après, 7 ans d'études graduées, de « OK, je fais quoi ensuite? » Puis je sais que j'ai plein de portes ouvertes, mais qu'est-ce qui me tente vraiment de faire ensuite? C'est une des grosses questions. Puis c'est le fun de se les poser, mais comme je dis, en même temps, ça fait un peu le sentiment de on se jette dans le vide, puis on espère que la suite se passe bien. Donc, il y a un aspect ici de collaboration dont tu discutais, et puis il y a un aspect aussi de communication. Hein. Oui. Parce que c'est bien d'être des experts dans son domaine, mais il faut aussi être capable de communiquer avec ses pairs. Donc, que ce soit des professeurs avec beaucoup de diplômes qui deviennent nos pairs éventuellement, ou que ce soit avec des gens avec d'autres domaines, un peu comme tu discutais, parce que l'astrophysique peut être vue d'une façon très... c'est vraiment un domaine, mais dans l'astrophysique, on utilise aussi des connaissances qui viennent de plein de domaines, que ce soit, comme quand tu parlais sur ta planète, on a de la biologie, on a de la chimie, mais on utilise aussi des outils qui proviennent de d'autres domaines, donc la programmation, intelligence artificielle, des mathématiques. Donc, on a besoin parfois de communiquer avec ces experts de d'autres domaines-là. Donc, la communication, c'est très important. Puis ça m'amène un peu à des conférences aussi. On a cette chance-là quand on fait des études, de la recherche en astronomie, de pouvoir aller voir nos collègues. Donc, on les voit souvent sur Zoom, n'est-ce pas? On a des petits carrés comme ça, hein, sur Teams, voilà. Mais on peut aussi aller les voir dans des conférences, discuter avec ces personnes-là. Puis ça, moi, je trouve ça très enrichissant. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais je veux dire qu'on le fait... Je vais mettre régulièrement, donc à intervalles réguliers, pas très, très fréquemment, mais régulièrement. Ça, ça enrichit beaucoup la recherche qu'on fait et la recherche de façon générale. Vraiment. Et puis après, on parlait de télescopes qui nous donnent les données, mais parfois aussi, on a la chance d'aller au télescope. Puis ça, c'est une des chances qu'on a aussi à l'Université de Montréal avec l'Observatoire du Mont Mégantic, où tous les étudiants peuvent aller à l'observatoire, apprendre à observer, même si le projet de recherche est théorique. Donc, si n'importe qui a la chance d'aller apprendre à se servir d'un observatoire, et ça, c'est assez riche parce que ça permet d'apprendre comment on observe, qu'est-ce qui est une bonne observation, qu'est-ce qui peut faire d'une observation que c'est pas bon. Et ça nous donne des capacités, des apprentissages qui permettent d'écrire des meilleures demandes de temps. Pas seulement pour l'Observatoire du Mont Mégantic, mais aussi pour des observatoires partout dans le monde. De bien savoir comment ça fonctionne, mais ça nous donne une vision un petit peu différente. Je pense que c'est très important de... Si j'avais à parler à moi qui commence ma maîtrise, là, je pense que je dirais de justement mettre plus d'importance sur ce qu'on appelle, avec un petit anglicisme, des soft skills, justement. Parce que c'est facile, on te donne un projet, puis de mettre toute ton énergie là-dedans, puis moi, je me dis, OK, il faut que tu essaies de trouver une planète autour de cette étoile-là, puis là, j'essaie de peaufiner mon code, puis là, il y a une petite affaire que je pourrais changer, puis ça pourrait améliorer mes chances de la trouver, tout ça, mais... Justement, c'est important de se mettre dans les souliers de la fameuse personne que tu parlais, justement, qui a juste regardé le code avec un œil extérieur puis qui s'est dit « Ah, ça pourrait peut-être être ça ». C'est important de reculer, justement, réessayer d'avoir une vision globale du problème, du projet. Puis pour faire ça, on est obligé de se mettre dans des situations, par exemple,
de vulgarisation. Je trouve que c'est une bonne manière de faire ça. C'est, même si tu es vraiment devant ton ordi depuis plusieurs semaines puis que tu es sur un problème que tu n'arrives pas à résoudre, peut-être que juste on te propose, je sais pas, justement de faire un podcast comme ça, ou on te propose d'aller donner une conférence ou d'aller différentes opportunités comme ça qui vont te permettre de parler de ta recherche. Ben là, ça va te forcer à un peu sortir de ce problème-là, voir ta recherche d'un point de vue plus global, réfléchir aussi à comment l'expliquer à d'autres personnes. Puis juste ce processus-là, peut-être que quand tu vas revenir ensuite devant ton ordinateur, ben ça va t'apporter une vision qui va te permettre de résoudre le problème plus rapidement. Une vision fraîche, justement, de ta recherche. Ouais. De façon générale, là, vraiment, de la pratique de l'explication, là, être capable, quand tu penses que tu comprends quelque chose, puis que là, on te demande de l'expliquer à quelqu'un, des fois, c'est là que tu te rends compte que tu le maîtrises, là, mais pas assez bien pour le faire comprendre à quelqu'un d'autre. Puis des fois, c'est des bons moments, justement, où est-ce que tu dis, OK, wow, faudrait peut-être que je retourne comprendre un peu plus fondamentalement qu'est-ce qui se passe pour être capable ensuite de me l'expliquer. Puis, en tout cas, quand tu es en recherche, du moins, là, c'est justement des notions, des concepts qui sont reliés à tes problèmes, à toi, je veux dire, aux problèmes que tu étudies. Ça fait même partie de l'apprentissage. Et donc, d'avoir ces occasions-là, de parler avec des gens. Puis justement, des fois, encore une fois, c'est intimidant de parler avec des chercheurs qui sont bardés de diplômes, là, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, mais de leur expliquer qu'est-ce que tu comprends d'un phénomène ou du sujet de ta recherche, ça va les aider des fois à dire « Ah, ben, te réaligner un petit peu, ah oui », puis pointer certains articles, il y a de la recherche qui a déjà été faite des fois sur exactement ton phénomène ou des phénomènes proches, puis qui vont pouvoir t'aider à, ensuite de ça, comme tu dis, avoir peut-être une vision un peu plus globale et trouver des idées de solutions, trouver des pistes de solutions. Donc, en tout cas, dans tous les cas, oui, apprendre à vulgariser puis à expliquer aux autres ce que tu étudies et ce sur quoi tu travailles, c'est incroyable à quel point ça a de la valeur. Ça, puis moi, je suis rendue un petit peu plus loin dans ma carrière, ce qui fait que ma journée typique est devenue bien différente de ce qu'elle a déjà été quand j'étais à la maîtrise ou au doctorat. Donc moi, en tant que gestionnaire de projet d'instrumentation, par exemple, mais je travaille beaucoup avec des gens à l'international. Donc, en fait, c'est beaucoup de la collaboration, c'est beaucoup du travail d'équipe. Et ça, j'avoue que je ne savais pas ça quand j'ai commencé un bac en physique. Même au bac en physique, on travaille seul en équipe, un peu comme ça je le définirais. Hein? On fait nos devoirs seuls, donc il n'y a que notre nom dessus, mais on travaille en équipe avec des gens avant pour essayer de trouver des solutions aux problèmes, hein, parce que le bac en physique, moi, on m'avait déjà dit, quand tu finiras ton bac, que tu vas avoir les épaules courbes et le front plat. Je ne sais pas. Ah, c'était ça! Donc, il y a beaucoup de ça. Puis, je pensais que je m'en allais vers quelque chose qui allait être plus individuel, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, moi, je passe une grande partie de ma semaine sur Zoom, sur Teams, en rencontre, en téléconférence, à parler à des gens, à gérer des équipes, à faire du travail d'équipe humain au final. Ce à quoi je ne m'attendais pas du tout et qui m'a surpris quand même quand ça s'est juste produit, mais je ne l'aurais pas prévu. Mm-hmm. Donc là, j'entends que vous aimez ce que vous faites. Est-ce que c'est vrai? Moi, en tout cas, moi, j'aime ce que je fais. Moi, j'entends ça. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des choses de votre travail que vous n'aimez pas? Oh là là! Je vais peut-être commencer. J'ai un peu une relation amour-haine avec l'obsession que j'ai parfois avec les problèmes que j'ai dans ma recherche. Fait que, par exemple, que je sens que je suis vraiment proche de découvrir quelque chose d'intéressant, mais je suis pas tout à fait là. Puis là, des fois, ça va vraiment trop me prendre la tête. Puis là, je vais y penser en me couchant le soir. Je vais à la place d'arrêter ma journée à 5 heures comme je devrais, je vais continuer à travailler jusqu'à 11 heures alors que j'ai d'autres choses à faire. Puis que je devrais peut-être prendre soin de... Mais ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai aussi amélioré durant mon parcours à la maîtrise. Mais ce petit côté obsessif un peu de la recherche... qui parfois, je trouve, peut amener un côté un peu malsain, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer par nous-mêmes, puis ça nous rend juste des meilleurs chercheurs, je pense, à la fin. Ouais. Ben moi, j'avouerais, c'est ça, comme dit Pierrot le dit, tout est un peu un apprentissage, fait que même chose dans mon cas, puis en fait, je vais revenir un petit peu aussi sur ce qu'on a dit tantôt, le baccalauréat, c'est seul en équipe.
Dans mon cas, comme je travaillais, puis comme je l'ai fait en 5 ans, je me suis pas tenu pendant mon bac tant avec les gens de ma cohorte, genre un petit peu, j'allais au party de groupe aussi, j'allais à la cabane à sucre, on a une cabane à sucre annuelle, je l'ai fait une couple de fois. Lancer des haches. Non, il n'y avait pas ça, moi, quand je l'ai fait. Mais j'ai souvent travaillé un peu seul, puis ça m'a pas rendu service là, pendant mon bac. Là. Clairement, mes notes en ont souffert, puis c'était quelque chose qui me manquait, là, honnêtement, d'être avec un groupe, puis d'avoir un peu ce sentiment d'appartenance-là. Et j'ai l'impression que des fois, pendant la maîtrise, j'ai pas rencontré trop de problèmes techniques, fait que ça m'a pas tant nui, mais au doctorat, j'ai eu des moments où je sentais que c'était un peu. Je le prenais un peu sur moi de OK, là, je rencontre un problème, là, mon code ne fonctionne pas. C'est à moi de trouver la solution parce que ça fait partie de la job d'étudiant au doctorat, je veux devenir un meilleur chercheur. Et de m'entêter un peu à attaquer ce problème-là seul. Et ça m'a fait perdre du temps, ultimement, des fois, là, comme je dis, des semaines, des fois des mois sur un problème, alors que d'aller chercher de l'aide. Et moi, c'est ça ma leçon, c'est apprendre à aller chercher de l'aide. Ça a été une expérience, je veux dire, ça a été un apprentissage qui s'est fait un peu à la dure dans mon cas. Et je veux dire, si j'avais à me voir moi plus jeune, ce serait un peu la leçon que je drillerais, c'est quand tu as un problème, puis vraiment tu lui as donné un fair shot, là, tu l'as essayé, tu l'as pas résolu, c'est correct là, d'aller consulter d'autres personnes, puis leur demander leur input, puis dire hey, écoute, peux-tu m'aider? Ça marche pas, je comprends pas qu'est-ce que je fais de pas correct ici. Fait que voilà, donc, c'est ça. Fait que des fois, comme tu dis, on peut se rendre un peu obsessif, on peut s'isoler un peu avec notre recherche. Puis je pense que, comme je disais, ça peut être correct un court laps de temps. Puis court, tout est relatif, là. Quelques jours, si ça te tente, mais perds pas des semaines quand t'es coincé là, avec un problème. Va chercher de l'aide le plus que tu peux. C'est parce que demander de l'aide, c'est pas un signe de faiblesse. Non, c'est un signe de se donner des outils. Oui. Se donner des outils, c'est important. Là. C'est ça. Puis d'apprendre à... c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve beau, justement, dans notre domaine, le domaine de la science un peu plus fondamentale. OK, il y a un petit peu de drama comme partout, là, mais généralement, les gens veulent vraiment aider. Tu demandes de l'aide à quelqu'un, cette personne va pas dire « Ah non, là, moi, c'est dans ma pause café. » ou « Ah non, moi, je vais pas à toi te débrouiller. » Non, au contraire, les gens vont être heureux que tu leur demandes de l'aide, puis au pire, s'ils n'ont pas le temps, ils vont te référer à d'autres personnes, peu importe. Mais généralement, moi, j'ai toujours ressenti dans notre domaine qu'il y avait une très grande générosité avec le temps. Puis même quand j'étais au bac, là, je me rappelle, on avait un cours, même chose, un peu dans la veine de ce que je fais, on simulait des vents. J'avais lu un article de 1992, là, ça date de un an avant ma naissance, par un prof qui, par un addon, c'était une connaissance de ma directrice, une connaissance lointaine. Puis je lui avais juste envoyé « Ah, bonjour, monsieur, j'ai vu que vous avez fait tel code il y a 30 ans de ça. Est-ce que vous l'auriez en quelque part si c'est pas trop vous demander? » Tout me l'envoyer. Écoute, le monsieur, là, il m'a envoyé un roman. Là. Il m'a écrit, là, il m'a envoyé le code, le roman. Il m'a dit « Ah, si t'as des questions, n'hésite pas. » Le prof, là, j'ai prof à Imperial College à London. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses à faire que d'aider un étudiant au baccalauréat. Non, mais c'est des passionnés. Hein? Mais il est passionné. C'est ça, on est tous des passionnés. Ça, je veux dire, je pense qu'on a vraiment la chance d'être dans un milieu où est-ce que les gens sont passionnés. Parce que je me dis, imagine la même situation, mais tu travailles dans une compagnie d'assurance. Je sais pas, je fais la comparaison. Il y a peut-être des gens qui sont heureux. Personnellement, je serais peut-être moins heureux dans une compagnie d'assurance. Mais il doit y avoir des passionnés d'assurance. Je suis d'accord, mais mettons dans un cadre où est-ce que les gens vont au travail pour aller au travail, puis qui n'ont pas nécessairement cette obsession-là qui peut être malsaine, mais qui peut être saine aussi, peut-être qu'ils ne seraient pas autant généreux avec leur temps, peut-être qu'ils ne seraient pas autant généreux dans leurs réponses. Mais puisqu'on a la chance d'être entouré de personnes passionnées, parce qu'il faut être passionné pour se rendre jusque-là, ça permet justement cette collaboration-là plus facilement. Puis la science, de manière générale, bénéficie de cette collaboration-là. Faut pas voir nos collègues comme des ennemis qui vont nous scooper des articles scientifiques. Non, exactement. Puis si je peux juste rajouter là-dessus, j'ai l'impression, tu sais, que justement, on parle de passion. Je pense que quand tu t'en vas, quand tu choisis de faire de l'astrophysique ou de la science fondamentale en général, il faut vraiment que tu aies un intérêt. Tu y vas, c'est une passion, c'est une vocation, tu l'as choisi. Tu t'en vas pas là faire de l'argent. On va faire des salaires décents, tout le monde. Mais si j'avais voulu passer moins de temps à l'université puis faire un plus gros salaire que ce que je vais faire en sortant, je serais allé en génie physique, je serais sorti ingénieur, je serais dans une business privée, je ferais plus d'argent. Mais c'est pas ça qui me motive dans la vie, moi, personnellement. Moi, j'aime comprendre l'univers, ça me passionne depuis que je suis enfant.
Puis ben, c'est ça, j'ai assez bûché à travers mon bac. J'ai passé 5 ans à remonter mes notes aussi, qui étaient peut-être pas nécessairement assez hautes pour me rendre en maîtrise, pour pouvoir poursuivre cette vocation-là plus tard. Très intéressant. Ouais. J'ai l'impression, par exemple, que la passion peut aussi devenir un point négatif. Mhm. Donc, on parlait beaucoup d'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Puis des fois, la passion peut faire en sorte que l'équilibre tend à être moins équilibré. Donc, il faut toujours... je pense que c'est intéressant d'y penser un peu des deux côtés, là. Mhm. Donc, des fois, la passion peut nous encourager à répondre à le petit étudiant qui nous écrit tard le soir. Mais parfois, c'est correct aussi si on lui répond le lendemain matin. Ouais, exact. Je pense que c'est une question d'équilibre à ce point-là. C'est ça, exactement. Faut qu'on apprend à respecter un moment donné, puis qu'on le trouve et qu'on apprend à maintenir. C'est ça. Ouais. Toi, Lisa, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins dans ce que tu fais? Que j'aime moins? Ben, en même temps, je pense que je vais parler des apprentissages que j'ai faits ou des leçons que j'ai appris à travers ma carrière jusqu'à présent. On parle beaucoup de physique, de mathématiques. C'est vraiment facile. Puis je pense aussi que cette connotation qu'on est toutes vraiment smart, puis qu'on a toujours été smart. En quelque sorte, je pense que quand j'étais jeune, j'aimais bien les maths, la physique parce que j'avais des bonnes notes. Mais rendu à l'université, c'est la première fois que j'avais de la misère. J'ai trouvé ça difficile. Je trouvais ça... Des fois, il y avait des trucs qui se passaient dans les cours, je ne comprenais rien. Je pouvais être assise pendant 1h30 de cours et ressortir un petit peu plus confuse que je l'étais au début. Puis ça m'a donné un gros syndrome de l'imposteur. Je pense qu'après ça, je me suis dit, tout le monde autour de moi est vraiment intelligent. Puis moi, je le suis un petit peu moins, mais c'est vraiment ma job à la maîtrise et au doctorat d'essayer d'être aussi smart que tout le monde. Fait que souvent, ce qui m'arrivait, c'est que quand je travaillais sur un projet, tous les projets sont tellement larges, puis il y a tellement de connaissances qui doivent être apportées pour mener à la fin d'un projet. Au lieu d'aller demander à quelqu'un d'autre qui avait un petit peu plus d'expertise que moi, je me dis qu'il fallait que j'aie la même expertise que cette personne-là. Fait que souvent, ça faisait en sorte que j'essayais de justement mettre les bouchées doubles puis essayer d'en apprendre plus. Puis justement, ça mène des fois à perdre cet équilibre qu'on a entre notre bien-être et bien faire notre travail. Puis je pense que maintenant, comme tu le disais, je vois beaucoup plus notre travail comme un travail d'équipe. Je pense qu'il y a autant d'efforts qu'il faut mettre pour essayer de comprendre quelque chose, mais aussi de rassembler une bonne équipe. Comment est-ce qu'on équilibre les choses entre tout le monde, puis comment est-ce qu'on s'entraide plutôt que se compétitionner entre nous? Ah, très intéressant. Oui, on a tendance, parfois, les scientifiques, à avoir beaucoup d'ego. Hein. Oui. Mais au final, la science est plus riche si on travaille ensemble en équipe vers un but commun. Et je pense que comme ça, on peut découvrir des choses plus intéressantes et on crée aussi un environnement de travail qui est beaucoup plus agréable. Si les gens avec qui on travaille ne sont pas nos ennemis, mais sont nos amis, sont nos alliés, ça crée un environnement qui est beaucoup plus intéressant. Bon, là, le temps file. Et je vais vous poser encore 2 questions, mais je vais commencer par une question en rafale. Donc, j'aimerais que vous me répondiez en quelques phrases. Et là, ça va être une question large. Donc, travailler un exercice de concision, OK? Donc, c'est un défi pour vous. Donc, nous sommes présentement en 2025. Vous êtes des jeunes chercheurs. À la fin de votre carrière, là, quelle est la grande question scientifique à laquelle on aura répondu? On peut juste en dire une? On peut juste en dire une et il faut répondre en quelques phrases. Oh non, faut que je commence. C'est comme votre plus grand espoir. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez répondre à cette question-là. Donc, moi, je travaille en exoplanète. Je pourrais vous arriver avec quelque chose sur les trous noirs. C'est pas... Mais je veux... Qu'est-ce que vous pensez? Votre plus grand espoir, mais on va rester dans l'astrophysique. Donc, ça pourrait être toute la science, mais on va rester en astrophysique. OK. Je vais sortir un peu de mon domaine. Moi, je pense que ce serait de savoir, mais qu'est-ce que c'est la matière sombre et l'énergie noire? Je sais pas si on va répondre aux deux en même temps, mais ce grand mystère-là qu'on sait pas de quoi est fait 95% de l'univers, c'est un peu tannant. C'est un peu comme un... ça irrite, hein? Ouais, ça irrite, exact. Donc, ce serait ça pour moi. Ouais. Okay. Pour moi, je pense que ce serait de savoir, un petit peu plus proche, c'est est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars? T'sais, les planètes voisines qui ressemblent beaucoup à la Terre, est-ce que c'est possible qu'un jour, ils ont été comme la Terre? Oui, parce que présentement, on ne sait pas, mais peut-être. Fait que peut-être qu'à la fin de notre carrière, on va savoir. Ouais.
Moi aussi, je m'éloigne un petit peu là, de mon domaine en étoiles massives. Là. Puis honnêtement, je pense pas qu'il y a grand chance qu'on ait cette réponse-là avant la fin de mes jours, mais je me dis, j'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce qui a mené au Big Bang, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on dit avant, encore une fois, peut-être la question est mal posée, mais qu'est-ce qui a mené à cette singularité, qu'on appelle singularité, qui a pris de l'expansion, qui est devenu notre univers? Qu'est-ce qui a mené à cette chose-là qui, dans la tête, selon Neil deGrasse Tyson, dans la taille de la tête d'une épingle, l'univers entier existait. Comment ça se fait que ça, c'était là? Et est-ce qu'il y a possiblement d'autres univers aussi? C'est ce qui est fascinant de l'astrophysique et de d'autres sciences aussi, mais je trouve que c'est particulièrement marquant en astrophysique, c'est qu'on ne connaît pas toutes les réponses. On parlait d'avoir la bonne réponse, là, mais en astrophysique, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, qu'on penserait connaître. On a une définition sur qu'est-ce qu'une planète depuis seulement le début des années 2000. Avant, on n'avait même pas de définition pour qu'est-ce qu'une planète. Ça semble évident, là, on habite sur une planète, mais on pouvait même pas exactement dire c'était quoi une planète. Puis même maintenant, je pense que la définition, en tout cas pour moi j'argumenterais que bon, la définition n'est pas tout à fait claire. Même chose avec qu'est-ce qu'une lune? On a la lune, mais c'est quoi une lune? Je dirais qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi. En tout cas, on ne l'a pas très, très bien défini. Ouais. Faut être gros comment pour être une lune? Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions ouvertes. On ne sait pas c'est quoi la plus grande partie de ce qui compose notre univers. On ne sait pas vraiment comment ça a commencé. On ne sait pas comment la vie est apparue sur la Terre. On ne sait pas comment les premières molécules ont commencé, les premières formes de vie à se séparer. On a tellement de questions. Ça peut sembler intimidant, mais moi, je trouve que c'est ça qui est fascinant. C'est excitant. Ouais. C'est ça, aller chercher ces réponses-là, essayer d'investiguer pour les trouver. Puis des questions fondamentales. En plus, pas comme comme les scientifiques avant nous ont trouvé les réponses aux grandes questions, puis il reste juste des petites miettes, des petites interrogations qui restent. Non, il reste encore des questions fondamentales qu'on n'a pas encore répondues. Donc, c'est... What a time to be alive. Ouais, exact. Comme quoi, on a encore plein de choses à découvrir où on ne manquera pas de matière. Manque pas de job, hein, là, c'est ça. C'est ça, exact. Puis comme quoi, on aura encore besoin de gens pour se joindre à l'effort. Et donc, pour finir, j'aimerais vous poser une question. Donc, est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui s'intéresse à l'astrophysique? Je vais commencer avec Pierrot. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés vers l'astrophysique juste par la grandeur, littéralement, du sujet. Je pense qu'on a la chance d'atteindre beaucoup de personnes à travers l'astrophysique. Et donc, je pense que le meilleur conseil que je donnerais, ce serait d'aller en premier vers la vulgarisation. Quand tu t'intéresses à un sujet, pas penser que tu t'y connais pas parce que t'as pas un doctorat là-dedans, mais si tu apprends des choses, par exemple, ton entourage, puis le fait d'en parler puis de l'expliquer, ça va te rendre encore plus passionné. Moi, j'ai travaillé dans un musée d'astronomie qui m'a donc forcé à apprendre beaucoup de choses sur l'astrophysique que je savais pas. Honnêtement, je dirais que plus que 50% de ce que je connais sur l'univers, je l'ai appris en devant expliquer des concepts à des visiteurs au musée. Puis, si j'avais pas fait ça, il y aurait certaines lacunes par rapport à ma compréhension globale de la science et de l'univers que je me serais pas nécessairement intéressé. Puis ça a juste renforcé ma passion puis ma motivation à continuer dans la recherche aussi. Donc, c'est deux choses qui se parlent. Donc, je pense que c'est un thème récurrent dans ce qu'on a discuté, mais la vulgarisation puis prendre part à la vulgarisation, se mettre dans des situations où on doit expliquer puis parler de notre passion. Ouais. Je prends la balle au bon. Moi, on riait un petit peu de ça tantôt. À Montréal, on voit pas beaucoup d'étoiles. Puis moi, personnellement, j'ai toujours été fasciné par l'astronomie et l'astrophysique, mais c'est pas quelque chose que j'ai souvent eu la chance d'expérimenter en live, en vrai. Je pense que beaucoup de monde, peut-être ceux qui nous écoutent aussi, le 8 avril dernier, 2024, il y a eu l'éclipse. Puis ça, c'était honnêtement un spectacle fantastique et je regrette, mais aucunement, de m'être déplacé jusqu'à Magog pour être vraiment au cœur de l'éclipse puis l'avoir pendant 3 minutes et demie. J'étais avec ma filleule là, de 5 ans aussi. C'était un moment fantastique à vivre avec elle. Et pendant ma jeunesse aussi, j'ai fait des coupes de camps de vacances. Puis il n'y en a aucun que j'ai vraiment aimé, sauf celui que j'ai vraiment trippé. C'est le centre écologique de Port-au-Saumon dans le bas du fleuve. Et à la fin de l'été, il y a 3 semaines où est-ce que ça devient un camp d'astronomie. Et le soir, ils nous mettaient il y avait une grande clairière au milieu du camp. Là, ils nous mettaient des bâches à terre avec sortaient des télescopes et on pouvait se coucher à l'heure qu'on voulait. Puis on observe les étoiles, on observe les galaxies. On voyait Andromède, la Lune, aller regarder les cratères, les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne. Moi, je pense que
justement, surtout avec nos jobs qui sont souvent beaucoup à l'ordinateur, d'être capable de revenir à ce contact un peu primaire. Là, La beauté du ciel, À la- c'est ça. regarder le ciel, la beauté du ciel, voir la Voie lactée en haut de nous, ça aide beaucoup à nourrir cette passion-là, puis à se rappeler que OK, c'est pour ça que je suis en train de faire tout ce que je suis en train de faire. C'est parce que c'est tellement fascinant, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Puis, ben, c'est même, ça nous aide à développer un peu une philosophie de on fait partie de tout ça. C'est comme, je pense que c'est Carl Sagan qui disait on est poussière d'étoiles, puis c'est littéralement ce qu'on est. C'est ça, c'est très beau. Moi, ce serait mon conseil. Voyons voir. Je dirais de foncer. En tout cas, pour moi, j'ai jamais pu m'imaginer où je suis présentement. Puis en fait, à chacune des moments où j'ai dû prendre une décision, en fait, c'était de faire comme ça sonne intéressant. Je sais pas trop où ça va me mener, mais j'ai confiance qu'à la fin de ça, je vais avoir ma prochaine aventure de découverte à travers ça. Donc, aujourd'hui, tu sais, je pense que je suis extrêmement choyée. J'aime vraiment la job que je fais aujourd'hui, mais ça ne se serait pas fait, sans avoir dit oui à des opportunités qui m'intimidaient aussi. Tu sais, je pense qu'à travers tout ça, j'ai appris à avoir beaucoup confiance en moi. Puis aussi, t'es capable de faire beaucoup plus. T'sais, je pensais pas justement faire beaucoup d'écriture. J'étais allée en sciences parce que j'aimais pas ça écrire. Alors aujourd'hui, la communication est une grande partie de ma vie. Je suis allée en sciences parce que j'étais une personne d'extrêmement gênée. Je savais pas qu'aujourd'hui, je serais derrière un micro ou même des fois sur scène pour donner une présentation à des inconnus. Puis à travers tout ça, en fait, je pense que comme j'ai toujours eu peur au moment de l'avoir fait, mais une fois que c'était fait, je pense que j'ai comme découvert une nouvelle passion. Donc voilà. Ah ben ça conclut bien notre deuxième épisode de discussion avec des astronomes de l'UDM. Donc, si l'astronomie, ça vous intéresse, ben qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que ça vaut la peine de persévérer, d'avoir peur parfois, de se mettre dans une situation qui peut peut-être nous causer un petit inconfort, puis peut-être qu'on apprend des nouvelles choses. On a appris que la science, c'est très large, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On a appris que les exoplanètes, on ne les voit pas tout le temps, mais on peut quand même apprendre beaucoup de choses, voire même les cartographier sans les voir. Puis on a appris que la communication, c'est vraiment important. Je pense que c'était un élément qui était marquant là, dans tout ce qu'on a discuté. Donc, apprendre la science, ça nous amène parfois à utiliser du jargon, des mots plus compliqués, à être un peu dans une bulle. Mais c'est important de pouvoir sortir de cette bulle-là et d'utiliser le langage, le français, l'anglais ou les mathématiques pour pouvoir discuter avec d'autres chercheurs, d'autres scientifiques, puis repousser un petit peu les frontières de notre univers. Et bien, sur ça, je vais vous remercier. Donc, merci Pierrot, merci Guillaume, merci Lisa. Je veux remercier aussi l'Université de Montréal qui nous a permis de faire cet enregistrement ici. Et puis, sur ça, je vais conclure la discussion avec les astronomes de l'Université de Montréal. Merci. Merci à toi.